Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 7e semaine de 2026, la vie de l'Union revient sur la pression des industriels de l'armement européen, sur le séminaire de compétitivité, sur l'adoption de 2 textes sur le droit d'asile, sur le renforcement des accords avec le Mercosur et avec les États-Unis, sur l'adoption de l'objectif climatique de 2040, et sur l'approbation du prêt à l'Ukraine par le Parlement européen. Dans le club des 27, le Portugal a son nouveau président. Les industriels allemands font pression pour arbitrer le projet SCAF et l'OTAN lance la mission Sentinelle Arctique. Et chez nos chers voisins, les Serbes de Bosnie votent pour la continuité. L'ancien président kosovar Hashim Thaçi risque 45 ans de prison. Le Kosovo a un nouveau gouvernement et le Premier ministre britannique est secoué par l'affaire Epstein. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Défense. Le lobby des fabricants d'armes veulent plus de certitude et moins de contrôle supranational. Malgré l'annonce en grande pompe en mai dernier par la Commission du programme SAFE, programme de prêt pour des achats en commun dans le domaine de la défense, doté d'une enveloppe de 150 milliards d'euros, les fabricants se plaignent toujours d'être dans l'expectative. À présent, 19 États membres ont soumis leur plan sur l'utilisation des fonds qui leur a été alloués et les équipements qu'ils souhaitent. Mais pour certains pays, le gouvernement entretient un flou sur les commandes qu'il souhaite passer. Les fabricants mettent donc la pression pour en savoir plus parce que leur industrie ne marche qu'à la commande et sans certitude, impossible de lancer les chaînes de montage. Certains constructeurs passent par des contacts informels dans les ministères pour tenter d'avoir des informations. Ils demandent plus de clarté pour faciliter leur travail. La Commission doit encore approuver les plans français, hongrois et tchèques. Une fois les évaluations faites, c'est au Conseil qu'il reviendra d'approuver les plans pour débloquer les fonds en avril, ce qui devrait accélérer les choses. Mais les évaluations devaient être terminées déjà fin janvier, mais l'instabilité politique française et le changement de majorité en Tchéquie ont bousculé les délais. Autre dossier sur lequel les industriels de la défense veulent peser, le cadre financier pluriannuel 2028-2034. Alors que la Commission européenne plaide pour réduire la fragmentation des acteurs de la défense et une plus grande centralisation, les fabricants d'armes souhaitent l'inverse. Malgré les 131 millions d'euros proposés pour la défense dans le cadre du Fonds européen pour la compétitivité, l'Association des industries aérospatiales de sécurité et de défense redoute que la Commission ne prenne trop d'importance dans la définition des priorités dans le domaine de la défense. Il redoute une perte d'influence des gouvernements nationaux et la distribution ouverte des fonds qui pourrait nuire à certains constructeurs. Il réclame aussi 100 milliards d'euros de budget uniquement dédié à la défense. Économie. Un sommet informel de réflexion sur la compétitivité. Jeudi 12 février, les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés à Aldenbizen, en région flamande, proche de la frontière néerlandaise, pour parler de compétitivité. Les deux invités de marque sont les deux anciens premiers ministres italiens, Enrico Letta et Mario Draghi, qui ont respectivement rédigé un rapport sur l'aboutissement total du marché unique et sur la compétitivité européenne. Tous les deux ont été très clairs. Il faut une plus grande intégration des marchés pour éviter d'être décrochés totalement par les concurrents américains et chinois. La force de ces concurrents est d'avoir un marché financier plus vaste et une capacité d'investir des sommes colossales pour des champions économiques. Leur constat est le même des deux côtés. L'Europe perd du terrain parce qu'elle continue d'avoir des obstacles internes à son propre développement. Ils plaident tous les deux pour des marchés sectoriels et financiers plus intégrés, des règles harmonisées et des investissements communs accrus. En un mot, ils sont en faveur d'une plus grande fédéralisation de l'Union.
Mais le plus gros obstacle est la confiance des 27 entre eux et envers la Commission. Ils sont conscients que cela nécessiterait un transfert de souveraineté au niveau supranational, et donc à la Commission et au Parlement européen. Ursula von der Leyen reprend d'ailleurs les chiffres du FMI. Les derniers obstacles à l'aboutissement du marché unique sont équivalents à 44% de droits de douane sur les biens et 110% sur les services. L'union des marchés de capitaux n'est pas une idée neuve, c'était même l'un des objectifs inscrits dans le traité de Rome en 1957. Il y a des résistances qui viennent des pays considérés comme paradis fiscaux, l'Irlande et sa fiscalité avantageuse qui a attiré les géants du numérique américain, les Pays-Bas et leurs règles fiscales qui évitent une double imposition ailleurs en Europe, et le Luxembourg et son paradis bancaire. Ursula von der Leyen donne aux 27 jusqu'à fin 2026 pour lancer les derniers chantiers du marché unique, notamment sur l'union sur l'épargne et l'investissement. Sinon, elle n'hésitera pas à proposer des coopérations renforcées qui permettront aux États membres intéressés d'avancer plus vite. D'après elle, l'Union pour l'épargne et l'investissement pourrait générer 470 milliards d'euros d'investissements privés supplémentaires. Mais l'Union des marchés de capitaux, l'autre nom de l'UEI, éveille le soupçon de certains États membres qui pensent que la France veut tirer parti de la supervision centralisée au niveau européen des marchés financiers, puisque le siège de l'autorité européenne des marchés financiers est basé à Paris. La présidente de la Commission européenne menace aussi de procédures d'infraction les États membres qui surtransposent les législations européennes, la France et l'Allemagne en tête, qu'elle accuse de rajouter des obstacles à la bonne conduite du droit européen. Les 27 semblent d'accord sur la simplification administrative et les investissements dans des secteurs prioritaires, mais les propositions d'Emmanuel Macron sur une nouvelle dette commune pour financer ces investissements ou la préférence européenne se heurtent à la réticence de l'Allemagne ou des pays nordiques, par exemple. Sur la simplification administrative, il y a eu des mots très forts de la part du Premier ministre belge, Bart De Wever, qui demande une thérapie de choc, alors que le chancelier allemand, Friedrich Merz, demande de faire table rase. Une majorité de chefs d'État et de gouvernement rejette la faute sur la Commission, mais Ursula von der Leyen rappelle qu'elle a proposé 10 paquets omnibus et seulement 3 sont allés au bout de la procédure législative, ce qui démontre que ce sont les divergences entre le Conseil et le Parlement européen qui empêchent la mise en place rapide de la simplification. À la sortie du séminaire, les 27 semblent d'accord sur la levée des dernières barrières du marché unique. Pour cela, ils devront se mettre d'accord sur l'ordre des priorités concernant la défense, le spatial, les minerais critiques et l'IA. Au sommet du mois de mars, ils prévoient de lancer les travaux sur le 28e régime qui doit permettre la création d'un cadre juridique unique permettant la création d'une entreprise en 48 heures partout en Europe. La Commission devra proposer une législation sur la préférence européenne, assouplie après que l'Allemagne ait demandé d'inclure les pays aux normes similaires à l'UE et de se concentrer sur les secteurs stratégiques. Mais le changement le plus révolutionnaire sera certainement la réforme sur les fusions entre entreprises européennes, la Commission ayant toujours été réticente à l'idée d'avoir des méga-monopoles. Cette fois, l'idée est claire de pouvoir permettre la naissance de champions européens. Désormais, il faut passer de la déclaration d'intention aux actes. Affaires intérieures. Le Parlement européen adopte les 2 textes sur l'affaiblissement du droit d'asile et la réduction de la protection des expulsés. Mardi 10 février, le Parlement européen a voté l'accélération des procédures d'asile et la facilitation des expulsions. Les textes ont été approuvés autour de 400 voix sur 652, en grande partie les voix de droite et des extrêmes droites. Le paquet de textes permettra de renvoyer les demandeurs recalés dans un pays tiers sûr,
même si ce n'est pas son pays d'origine. Cela reprend le modèle de Giorgia Meloni, appliqué en Albanie. L'opposition au texte était très claire chez Renew, SND et la gauche. Les pays considérés comme sûrs sont le Kosovo, le Bangladesh, la Colombie, l'Égypte, l'Inde, le Maroc et la Tunisie. Les ressortissants de ces pays auront désormais beaucoup moins de chances d'obtenir l'asile et leur renvoi sera plus rapide, alors que beaucoup de ces pays sont réputés pour leur non-respect des droits humains. La Commission assure que les pays cités devront respecter les droits humains au risque de perdre des accords avec l'UE. Un texte dont l'opportunité politique est contestée, étant donné que les entrées irrégulières dans l'UE avaient baissé de 25% en 2025. Beaucoup l'expliquent comme un cadeau fait à Giorgia Meloni pour le soutien de son groupe au texte du PPE. Commerce international, renforcement des protections sur l'accord UE-Mercosur et sur l'accord UE-États-Unis. Mardi 10 février, les eurodéputés se sont mis d'accord sur l'adoption d'une clause de sauvegarde liée à l'accord UE-Mercosur. La mesure a été adoptée à 483 voix pour, 102 contre et 67 abstentions. C'est un des textes qui doit permettre de convaincre les derniers États membres réticents. C'est la clause de sauvegarde la plus détaillée de tous les accords de libre-échange signés par l'UE. Si un préjudice économique est constaté, la Commission européenne pourra rétablir les droits de douane sur les produits du Mercosur. Cela s'appliquera sur les volailles, sur le bœuf, le riz, le miel, les œufs, l'ail, l'éthanol, le sucre et les agrumes. La clause sera déclenchée si les prix des produits du Mercosur sont au moins 5% inférieurs au prix des produits européens et que le volume d'importation a augmenté d'au moins 5%. Les taxes douanières seront alors rétablies. La clause pourra être déclenchée si un seul État membre parvient à prouver le préjudice. La Commission devra alors conclure son enquête dans un délai de 4 mois et des mesures provisoires peuvent être prises dans un délai de 21 jours. Sur l'accord avec les États-Unis, le Parlement européen a voté les conditions sur lesquelles il est prêt à retravailler sur l'adoption de l'accord. Pour rappel, l'été dernier, la Commission européenne avait consenti à l'absence de droits de douane pour les produits américains contre 15% pour l'ensemble des produits européens, à l'exception de l'acier et de l'aluminium, taxés à 50%. Le Parlement européen avait suspendu l'adoption de l'accord après les menaces de Donald Trump sur le Groenland et les menaces tarifaires contre les États qui soutenaient le Danemark au Groenland. Pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise, les eurodéputés ont voté l'intégration d'un mécanisme de sauvegarde, le même que pour l'accord UE-Mercosur. En cas de préjudice, l'Union pourrait rétablir les droits de douane sur les produits américains. Et même une clause de suspension a été intégrée en cas de menace envers le territoire de l'UE, comme c'était le cas avec le Groenland. Cerise sur le gâteau, SND et le PPE se sont mis d'accord sur une clause de caducité après 24 mois qui prendrait donc fin avec le mandat de Donald Trump. Environnement. Le Parlement européen adopte le texte sur les objectifs climatiques de l'UE pour 2040. Les eurodéputés ont définitivement adopté les objectifs climatiques de 2040, mardi 10 février, à 413 voix pour et 226 voix contre. Ils correspondent à une baisse de 90% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, tout en incluant quelques flexibilités. En 2023, la baisse des émissions de gaz à effet de serre était de 37% par rapport à 1990. L'UE devra donc mettre les bouchées doubles pour parvenir à ses objectifs. Mais c'est là que réside l'astuce. Le texte prévoit que la baisse de 85% des émissions se fasse sur le territoire européen et que les 5 derniers pourcents pourraient se faire via l'achat de crédits carbone internationaux permettant de la décarbonation hors UE. Les ONG environnementales crient évidemment au scandale.
devant ce qui ressemble à une délocalisation des efforts climatiques. Le texte inclut une clause de révision pour ajouter des crédits carbone supplémentaires pour atteindre 5% de l'effort demandé aux États membres après 2030. Aide à l'Ukraine. Le Parlement européen approuve le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Mercredi 11 février, les eurodéputés ont validé le texte sur la coopération renforcée qui permettra l'octroi du prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine à 458 voix pour, 140 contre et 44 se sont abstenus. Pour rappel, sur ces 90 milliards d'euros, 60 seront dédiés aux achats d'équipements et d'armes et les 30 milliards d'euros restants seront dédiés aux réformes pour que l'Ukraine avance sur les conditions d'adhésion à l'UE. Le message du Parlement européen est clair. L'Union soutiendra l'Ukraine autant qu'il le faudra. Les eurodéputés ne veulent pas reculer devant la détermination de Vladimir Poutine, qui refuse toujours un cessez-le-feu. Les eurodéputés ne croient pas dans la volonté d'obtenir la paix de la Russie. Pour les eurodéputés français, il est à noter que les eurodéputés Les Républicains se sont abstenus, tout comme ceux de la France insoumise, alors que les élus de Reconquête, du Rassemblement national et du parti de Marion Maréchal, Identité Liberté, ont voté contre. Passons désormais au Club des 27. Portugal. António José Seguro élu président. Dans un contexte délicat, le sud du Portugal ayant été balayé par les tempêtes Christine et Leonardo, le second tour de l'élection présidentielle avait lieu le dimanche 8 février, malgré la demande en milieu de semaine du candidat d'extrême droite, André Ventura, de reporter le second tour. Un report refusé par l'autorité électorale portugaise. Malgré des améliorations notables dans les zones sinistrées dans la nuit précédant le scrutin, les 14 circonscriptions les plus touchées pendant la tempête ont reporté le vote du second tour d'une semaine, ce qui décalera le vote de 32 000 électeurs. Le premier tour avait été remporté par l'ancien Premier ministre socialiste António José Seguro avec 31% des voix devant le leader du parti d'extrême droite Chega, André Ventura, qui a enregistré 23% des suffrages. Les sondages donnaient favori le candidat socialiste, soutenu ouvertement par l'ancien président et Premier ministre Aníbal Cavaco Silva, l'ancien vice-premier ministre Paulo Portas et par le maire de Lisbonne, Carlos Moedas. Reste que l'enjeu était de savoir quel score aurait André Ventura, le leader du parti Chega, créé en 2019. Mais le premier tour était déjà une réussite pour l'extrême droite, puisqu'il n'y avait plus de deuxième tour à la présidentielle depuis 1986, et c'est Chega qui remplace le parti de droite, le Parti social-démocrate, dans le duel droite-gauche. Chega profite des scandales de corruption successifs qui ont poussé à l'arrestation de l'ancien Premier ministre socialiste José Sócrates en 2014 et à la démission du Premier ministre socialiste António Costa en 2023, dont l'entourage a été éclaboussé par des accusations de corruption. La droite s'est retrouvée dispersée au premier tour. Le candidat du PSD n'est arrivé qu'en 5e position. Finalement, sans surprise, António José Seguro sort vainqueur du second tour avec 66,8% des voix contre 33,2% pour André Ventura. Étant donné que toutes les circonscriptions n'ont pas voté le même jour, impossible d'avoir un taux de participation consolidé, mais il sera vraisemblablement proche du premier tour où il était de 53,3%. Dans un sens, les deux ont gagné. Seguro rafle la présidence de la République et André Ventura ressort avec un score flatteur avec un tiers des voix exprimées, un meilleur score que le PSD aux législatives de mai 2025. Alors qu'António José Seguro se félicite d'avoir fait triompher les valeurs de la liberté et de la démocratie, André Ventura veut s'afficher désormais comme le vrai leader de la droite et veut poursuivre la dynamique jusqu'à gouverner la destinée du Portugal.
Une séquence qui fragilise le gouvernement de Luis Montenegro, qui n'avait pas donné de consigne de vote et qui a vu une dispersion majeure des voix de droite et du centre. João Coutrim Figueiredo, le leader du parti centriste Iniciativa Liberal, qui était arrivé en 3e position lors du premier tour, entend bien profiter lui aussi de l'affaiblissement du PSD et attirer son aile la plus modérée. Même si le président n'a pas de fonction exécutive, il joue le rôle d'arbitre et n'a pour pouvoir que de dissoudre l'Assemblée et convoquer des élections anticipées, la cohabitation que devra vivre António José Seguro avec Luis Montenegro pourrait pousser la politique portugaise à se recentrer. Le Parti socialiste démontre qu'il est encore robuste au niveau des territoires. Allemagne. De plus en plus de voix s'élèvent pour arbitrer le projet SCAF. Depuis des mois, le projet du système de combat aérien du futur s'enlise, au point que tout le monde se pose la question de la faisabilité même du projet franco-allemand. En 2017, Emmanuel Macron et Angela Merkel avaient relancé le projet avec le français Dassault Aviation et l'européen Airbus pour rapprocher toujours un peu plus leur vision commune de la défense. L'espagnol Indra Sistemas s'est aussi joint au projet. Mais Dassault Aviation n'y voit pas tant de bénéfices que ça, le fabricant français étant capable de fabriquer un avion de A à Z. Dassault Aviation demande alors à devenir maître d'œuvre, Airbus refuse. Mais sur la vision stratégique, la France et l'Allemagne ne s'entendent déjà pas sur le type d'avion, ce qui n'arrange pas les choses. En Allemagne, le comportement de Dassault est vécu comme une insulte à l'indépendance industrielle allemande par les syndicats sidérurgiques et l'Association allemande des industries aéronautiques, et ils demandent à ce que les deux types d'avions soient construits sous le label SCAF, ce qui éviterait l'enterrement total du projet. Cela permettrait de préserver les drones et le cloud numérique qui doivent permettre à ces avions d'être à la pointe. Les industriels allemands ne veulent plus attendre pour passer à la suite. Sur les drones et le cloud, les Français MBDA et Thales ont déjà bien avancé sur le projet. La France demande un délai jusqu'à la fin du mois pour trancher sur la viabilité du SCAF. La volonté de la France est de continuer le projet. L'Allemagne aurait déjà des partenaires intéressés en cas d'abandon de la France, puisque le Suédois Saab s'est dit prêt à coopérer, mais pas à n'importe quelles conditions. Encore une fois, les technologies sont difficiles à partager. Friedrich Merz aurait sondé Giorgia Meloni sur le projet GCAP que l'Italie a lancé avec le Japon et le Royaume-Uni, mais qui souffre du manque de financement. Mais intégrer un projet en cours de route reste très complexe et ne garantirait pas la défense de l'expertise allemande et de ses emplois. Mercredi 11 février, le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, relativise l'abandon possible du SCAF. Il déclare que ça ne remettra pas en cause l'amitié franco-allemande. Reste au chef de gouvernement de décider. Sébastien Lecornu, désormais débarrassé des péripéties du budget, va pouvoir reprendre les gros dossiers en attente. OTAN, l'Alliance lance l'opération Sentinelle Arctique. Mercredi 11 février, l'Alliance transatlantique a lancé la mission Sentinelle Arctique, mission qui doit tenter de répondre aux craintes évoquées par Donald Trump sur les prétentions russes et chinoises dans l'Arctique et qui avait même menacé de s'emparer de l'île. En réponse, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a averti que la Russie prendrait des contre-mesures, y compris de nature militaire, si l'Occident renforçait sa présence au Groenland. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, précise que Sentinelle Arctique s'applique pour l'ensemble du Grand Nord de l'OTAN. Toute la mission se fera sous un seul commandement aux États-Unis et devra permettre de dresser un tableau des vulnérabilités à résoudre dans la région avec la présence de dizaines de milliers d'hommes. Et aussi, évidemment, pour dissuader
toute velléité extérieure de vouloir s'emparer de terres comme le Groenland ou le Svalbard. Les équipements et les soldats déjà déployés pour répondre aux menaces de Donald Trump restent donc sur place. Passons enfin à la rubrique « Nos chers voisins ». Bosnie-Herzégovine, Siniša Karan succède à Milorad Dodik à la tête de la Republika Srpska. Dimanche 8 février avait lieu l'élection présidentielle partielle de la Republika Srpska, l'entité des Serbes de Bosnie. En août 2025, le président de la Republika Srpska, Milorad Dodik, a été destitué par la Cour constitutionnelle bosnienne pour ne pas avoir respecté les décisions du haut représentant en charge de garantir les accords de paix de Dayton en interdisant l'armée et la police fédérale sur son territoire. Des décisions qui allaient à l'encontre de la souveraineté de la Bosnie. Le 23 novembre 2025 avait lieu la présidentielle qui avait vu Siniša Karan de l'Alliance des sociaux-démocrates indépendants et très proche de Milorad Dodik gagner d'une courte tête avec 50,39% des voix face au candidat du Parti démocrate serbe Branko Blanuša qui a engagé des recours pour faire annuler le scrutin. La commission électorale centrale avait recensé 15 000 bulletins douteux sur plus de 130 bureaux de vote. Ce sont ces bureaux de vote qui devaient revoter le 8 février sous les regards de 5 000 observateurs, dont certains internationaux. Encore une fois, le scrutin a été émaillé d'incidents et d'irrégularités, mais le résultat est le même, c'est Siniša Karan qui l'emporte avec un score légèrement plus élevé, avec 50,5% des voix. Grisé par le succès de son ami, Milorad Dodik menace Sarajevo et la communauté musulmane bosniaque de vengeance. Siniša Karan devrait reprendre la rhétorique sécessionniste de Milorad Dodik, puisque beaucoup le qualifient de simple prête-nom de son prédécesseur, qui devrait officieusement continuer à diriger la Republika Srpska par l'intermédiaire d'un de ses plus proches collaborateurs historiques, lui qui a été condamné à 6 ans d'inéligibilité. La Republika Srpska va donc vraisemblablement continuer de remettre en cause l'autorité de l'État fédéral et du haut représentant en prenant des dispositions contraires aux accords de Dayton. Kosovo, dernière semaine du procès d'Hashim Thaçi devant la CPI. La Cour pénale internationale a ouvert en 2023 le procès d'Hashim Thaçi et de 3 commandants militaires de l'armée de libération du Kosovo, l'UÇK, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre pendant la guerre d'indépendance du Kosovo entre 1998 et 1999. Depuis presque 3 ans, ce sont 125 témoins qui ont été entendus par la Cour pour tenter d'établir les responsabilités des 4 prévenus. Hashim Thaçi, devenu Premier ministre de 1999 à 2000, à la sortie de la guerre, puis à nouveau Premier ministre de 2008, année de reconnaissance internationale du Kosovo, à 2014, puis président de 2016 à 2020, était à l'époque le chef politique de l'UÇK, s'autoproclamant même Premier ministre du gouvernement provisoire du Kosovo à la sortie de la guerre, avec le soutien des États-Unis. C'est lors de cette période qu'il est accusé d'avoir commandité des tortures, des persécutions, des meurtres et des détentions illégales à l'égard des Serbes avant et durant la guerre, mais aussi des Albanais du Kosovo, dont certains étaient des concurrents politiques, réclamant notamment l'autonomie du Kosovo au sein de la Serbie, qui était considérée comme traître, et des journalistes prêts à mettre au jour ces manigances politiques. Hashim Thaçi se défend de tels faits en disant que les commandements locaux étaient autonomes et libres de prendre leurs décisions eux-mêmes. Une version contestée par la procureure qui a des éléments de preuve sur les instructions qui venaient de l'état-major de l'UÇK. Il a le soutien d'anciens responsables militaires et diplomatiques américains. Hashim Thaçi s'est fait épingler pour avoir mis la pression
sur des témoins, ce qui devrait lui valoir un autre procès pour atteinte à l'administration de la justice fin février. Lors de ces réquisitions, la procureure Kim West requiert la condamnation pour les 10 chefs d'accusation et une peine unique de 45 ans pour les 4 prévenus, fondée sur leur contribution individuelle au crime. Elle rappelle que le procès ne vise pas l'indépendance, ni l'Utsheka, mais bien la responsabilité pénale des accusés. Kosovo encore, Albin Kurti redevient Premier ministre. Le Kosovo clôt une séquence d'instabilité d'1 an. Les élections législatives de février 2025 avaient accouché d'une fragmentation du Parlement telle que les coalitions étaient impossibles, obligeant un gouvernement technique à expédier les affaires courantes. Il aura fallu les législatives de décembre, entachées d'irrégularités et un recomptage total pour passer aux négociations. Le Parti social-démocrate et nationaliste Vete Vendosieux avait obtenu 51,1% des suffrages, mais n'obtenait que 57 des 120 sièges. Il lui fallait convaincre au moins 4 députés de le soutenir. Un soutien qu'Albin Kurti est parvenu à obtenir grâce à des élus des minorités. Albin Kurti redevient donc Premier ministre après une première législature de mars 2021 à février 2025, mais aussi un bref intérim entre février et juin 2020. Pour cette nouvelle mandature, il a fait de l'économie et des investissements de défense une priorité pour dissuader la Serbie de toute velléité territoriale tout en poursuivant la tentative de normalisation des relations avec Belgrade, mais pour cela, il faudrait que la Serbie reconnaisse la souveraineté du Kosovo, ce qui est improbable. Belgrade continue de soutenir les Serbes du Kosovo par tous les moyens possibles. Au Royaume-Uni, Keir Starmer secoué par les révélations dans l'affaire Epstein. Le Premier ministre britannique Keir Starmer est dans la tourmente depuis les révélations sur l'implication de l'ambassadeur aux États-Unis Peter Mandelson dans le dossier Epstein. Ces révélations se multiplient au fil des publications du département de la justice américain. Peter Mandelson, ancien ministre de Gordon Brown et ancien commissaire européen, aurait donné des informations sensibles à Jeffrey Epstein lorsqu'il était ministre, susceptibles d'influer sur les marchés financiers. Ces 2 adresses connues à Londres et dans le sud-ouest du pays ont été perquisitionnées le vendredi 6 février. Peter Mandelson a été nommé par Keir Starmer ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis en décembre 2024, malgré ses relations connues avec Jeffrey Epstein. Il est démis de ses fonctions en septembre 2025. Dimanche 8 février, c'est le chef de cabinet du Premier ministre, Morgan McSweeney, qui annonce sa démission. Morgan McSweeney était son spin doctor, celui qui établissait les stratégies politiques du Premier ministre. Il est l'artisan principal de la victoire des travaillistes aux législatives de 2024. Son recentrage du Labour, après des années de socialisme dur de Jeremy Corbyn, a permis aux travaillistes de rafler Downing Street. Mais Morgan McSweeney, c'est aussi celui qui avait poussé pour que Mandelson soit nommé à Washington, alors que certains plaidaient pour le maintien de Karen Pierce, diplomate chevronné nommé sous Boris Johnson et très apprécié, et d'autres plaidaient pour la nomination du chancelier de l'échiquier de David Cameron, George Osborne. Keir Starmer avait renouvelé le maintien à son poste de McSweeney, mais ce dernier avait compris que son nom entacherait les décisions du Premier ministre et a préféré présenter sa démission. Le lendemain, c'est le directeur de la communication du Premier ministre, Tim Allen, qui présente aussi sa démission, évoquant la nécessité pour le Premier ministre de repartir avec une toute nouvelle équipe. À l'approche des législatives partielles, le 26 février à Gorton et Denton, dans la banlieue de Manchester, et des régionales le 7 mai, des ténors travaillistes demandent à Keir Starmer de s'en aller pour éviter une humiliation lors de ces élections. C'est le cas de Anas Sarwar,
le leader des travaillistes écossais, qui souhaite qu'un nouveau leader travailliste soit élu pour que les candidats puissent travailler sereinement. Keir Starmer risque encore d'être secoué puisque la Chambre des communes a obtenu que Downing Street publie des documents sur la nomination de Mandelson dans les prochaines semaines. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 7e semaine européenne de 2026. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.